Donc, on est avec Mathieu Vachon pour parler de Formule 1. Alors, Mathieu et moi allons discuter des annonces de pilotes qu'il y a eu récemment, juste avant le Grand Prix de Monza. Là, donc, cette semaine, il y a eu beaucoup d'annonces. Mathieu, premièrement, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Donc, bon, ton pilote préféré, en partant, George Russell, qui est annoncé comme pilote secondaire, ben, le deuxième pilote là, premier ou deuxième pilote, si on veut. Il y a officiellement pas de premier, deuxième chez Mercedes, qui disent. Mais bref, il va courir aux côtés de Lewis Hamilton l'an prochain. Je pense que c'était le secret le plus mal gardé de l'histoire de la Formule 1. Ouais. Comment est-ce que tu vois un peu cette annonce-là qui est un peu, un peu surdue, si on veut, là, que ça fait longtemps que tout le monde sait. Ouais, ouais, Alors, exact. comment est-ce que tu vois ça? Ben, honnêtement, je pense que c'était la suite naturelle des choses. Donc, d'une certaine manière, George Russell, ça fait longtemps qu'on l'attend dans ce banquet-là. Toto Wolff, d'ailleurs, moi, je pense qu'il a pris la bonne décision, évidemment. Mercedes était rendu là, George Russell était rendu là, puis Valtteri Bottas avait pas, sans être mauvais, il est capable, on sait, c'est un bon pilote, mais peut-être qu'il était dû pour un nouveau défi. Et donc, d'une certaine manière, c'est pas très surprenant, là, vraiment pas. Même George Russell, ça va être intéressant de le voir aux côtés de Lewis Hamilton. On s'entend, là, Lewis Hamilton est encore au sommet de son art. On le voit à chaque fin de semaine, il réussit à tirer le meilleur de sa voiture ou presque. Donc, c'est sûr que George Russell se retrouve dans une chaise quand même intéressante. Donc, ben, en fait, on ne sait pas avec les changements de réglementation, mais on pense que Mercedes devrait être en mesure de continuer à être au sommet de la grille. Donc, George Russell devrait avoir ses chances pour se battre euh, pour la victoire, on présume. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et ça va être intéressant de le voir progresser aux côtés de Lewis Hamilton. Il y en a plusieurs qui parlent peut-être de la relation que ces deux-là vont avoir, mais moi, je vois ça plus comme un maître avec son élève qui a mené l'élève va dépasser le maître. Je vois ça un peu comme ça. Là. Donc, Lewis Hamilton, il est encore au top, mais il y en a plus derrière qu'il y en a devant, Ah, d'une 36 certaine ans, manière. là. Là. Ouais, 36. moi, je pense que Lewis Hamilton, je sais que c'est un ogre, il veut vraiment toujours, toujours, toujours gagner, mais je pense qu'il pourrait peut-être prendre George Russell sous son aile d'une certaine manière. Puis, comme ça, peut-être préparer la relève pour la Grande-Bretagne dans le sport automobile. Donc, je pense que c'est une bonne décision. Avec, ouais, effectivement. Donc, George et Lando, là, probablement des pilotes d'avenir de la F1, deux Ouais. pilotes britanniques qui ont grandi ensemble, avec Alexander Albon, qui est réussi à se trouver une place chez Williams. Je suis content pour Albon. Je pense que c'est un pilote qui a peut-être été un petit peu écarté malgré, sans nécessairement que ça soit de sa faute, si on veut. Je comprends qu'il n'a pas eu une saison exceptionnelle l'an dernier, mais être le deuxième pilote de Max Verstappen si jeune, c'est vraiment pas facile. En disant Pierre Gasly. Ouais, exactement. Donc, c'est ça. Moi, j'aimerais un peu que tu me parles de comment est-ce que tu perçois là, la nouvelle de Alex Albon chez Williams. Il sort de la famille Red Bull, si on veut. Donc, là, j'ai lu des conspirations comme quoi c'était un espion de Red Bull qui allait Ouais. espionner un moteur Mercedes. Là, je pense que officiellement, là, Alex Albon est libéré là, de l'empire Red Bull. Là. Ouais, ben, lui aussi, je pense que c'est une bonne chose qu'il ait un peu volé de ses propres ailes d'une certaine manière. Là. À 25 ans, là, on voyait que nécessairement là, le retour chez Red Bull, pas sûr que c'était envisageable. C'était Euh, difficile à arranger, effectivement, là, avec quatre pilotes ben, trois pilotes bien établis et ouais. un pilote qu'on voit beaucoup plus comme l'avenir euh, que Albon, donc en Yuki Tsunoda, là. Donc, ouais, Ouais. effectivement. Donc, je pense que c'est une bonne chose qui a été se placer chez Williams. Peut-être avec les changements techniques, là, Williams va être en mesure d'avoir une meilleure voiture. Là. On le voit encore. Là. Oui, je sais que la Williams a été en mesure de marquer des points pas mal dans les dernières courses. Puis c'est fantastique de voir ça. Ça fait du bien de revoir Williams être dans les points. Mais on l'a vu là, ben, ce matin, c'était la qualification.
au Grand Prix de Monza. Puis, George Russell, il a fait des tours de magie, mais on voyait qu'en fin de semaine, là, la Williams en arrachait pas mal. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que Albon va être en mesure de réaliser avec cette voiture-là, aux côtés de Nicolas Latifi. À mon avis, c'est sans rien enlever à Latifi, mais je pense qu'Albon est un meilleur pilote que Latifi. Donc, il va avoir quand même une bonne référence. Il va être peut-être en mesure de reprendre confiance. Là, il va pouvoir déployer ses ailes. Puis, un peu comme Pierre Gasly, peut-être qu'il pourrait faire de Williams son écurie à lui. Puis, je pense que vraiment, c'est un bon choix que Red Bull a fait en lui permettant d'aller chez Williams. Puis, Williams pourrait être gagnant au change parce que on s'entend, Alex Albon est capable de faire de belles choses sur une piste quand il n'y a pas trop de pression sur lui. Là, ça va peut-être être quelque chose qu'il aura à composer plus tard, on verra. Mais je pense qu'Albon peut aider Williams à progresser, puis Williams peut l'aider à progresser lui aussi dans sa carrière. Donc, gagnant-gagnant dans cette situation-là, à mon avis. Absolument. Donc, du côté de Red Bull, on a reconduit le contrat de Sergio Perez. Je pense que c'est pas une surprise pour personne. Il y avait vraiment là, personne dans la famille Red Bull, peut-être outre Gasly, qui pouvait prendre qui pouvait prendre sa place, mais je pense qu'en même temps, là, Pierre Gasly ne retournera probablement jamais chez Red Bull, malheureusement. Là. C'est triste, ça, parce qu'on s'entend que Pierre Gasly, honnêtement, là, tu me demandes d'évaluer la saison. Pierre Gasly a une meilleure saison que Sergio Perez. Mettons, on va dire, je serais curieux de voir Gasly, avec la confiance qu'il a en ce moment, de retourner dans cette voiture-là. Je pense que Gasly serait peut-être meilleur que Sergio Perez. Ouais. On s'entend, Sergio Perez, il est un très bon pilote du dimanche. Il a de la misère, par contre, le samedi. Qualification. Gasly, lui, n'a pas de problème avec les qualifications. Il est capable de sortir des lapins de son chapeau à peu près à tous les samedis là, avec son AlphaTauri. Donc, je trouve ça un peu dommage pour Gasly. Puis, à mon avis, lui aussi, il va falloir qu'il sorte de la famille Red Bull s'il veut avoir une chance de se battre pour le championnat. Je crois. Puis, il va falloir que ça se fasse quand même. Là, je me rappelle plus de son âge là, à Pierre Gasly, mais peut-être qu'à un moment donné, ça va commencer à presser qu'il sorte de cette famille-là. Si je ne me trompe pas, il a à peu près le même âge qu'Albon. Donc, ou pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Malheureusement, là, je ne me souviens plus. Par contre. 25 ans pile. Ouais, c'est ça. Donc, non, moi, je pense que effectivement, là, Pierre Gasly est un pilote qui a une belle et longue carrière à venir en F1. Mais tant aussi longtemps qu'il est enchaîné à Red Bull, je pense que ça pourra malheureusement pas fonctionner. Et puis, moi, je suis d'accord avec toi aussi pour ce qui est de Pierre Gasly ayant une des meilleures saisons. Lui, Lando Norris et Max Verstappen, selon moi. Et Lewis, ces quatre pilotes-là sont ceux qui performent le mieux, selon moi, là, considérant leur voiture et considérant leur environnement. Carlos Sainz aussi, mettons. Oui, et Sainz. Je te dis, top 5, là, exactement. Je pense peut-être Norris étant le plus performant, là, celui qui... et ensuite de ça, là, vraiment, il y a un cas pour Gasly et Sainz. Puis évidemment, là, c'est dur d'être 1 et 2 au championnat sans avoir une bonne saison. Donc, donc on va y aller avec Lewis et Max. Quelqu'un qui avait pas une très très bonne saison, mais qui semble se replacer récemment et puis qui va avoir une opportunité là, lui aussi de se libérer, c'est Valtteri Bottas. Donc, la saison prochaine va piloter pour l'écurie Alfa Romeo aux côtés d'un pilote qui n'a pas encore été annoncé. Donc, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle de Valtteri? On en avait parlé déjà il y a un certain temps que c'était une forte possibilité si jamais il voulait poursuivre sa carrière en F1. Oui, donc je suis content pour Valtteri qui a eu un long contrat, c'est ça qu'il voulait. Il voulait plusieurs saisons. À 32 ans, c'est parfait. Il cherchait une stabilité. Encore une fois, je reviens au changement technique. Ça se pourrait qu'Alfa Romeo soit en mesure de sortir son épingle du jeu. Puis on lui souhaite d'ailleurs, parce que Valtteri Bottas, c'est pas un vilain pilote, c'est peut-être pas un pilote du tiers 1, mettons. Là, on parle de ça là, des fois. Là, c'est pas un pilote du top
top niveau, mais c'est un très bon pilote de pointe quand même. Donc, il va être en mesure, je pense, de bien faire avec cette écurie-là. Il va être une bonne référence, il va être en mesure de peut-être aider le jeune pilote qui va se retrouver avec lui à ses côtés. On s'entend, ça semble être ça. Donc, ça va être un bon professeur, va être en mesure de lui apprendre certaines subtilités du métier de pilote dans F1. Donc, d'une certaine manière, je pense qu'Alfa Romeo a très bien choisi son pilote. Il avait besoin de ça, un peu comme il va peut-être avoir le même rôle que Kimi Raikkonen, peut-être avec moins le prestige de Kimi Raikkonen. On s'entend, Valtteri, c'est pas un champion du monde de F1. Donc, mais oui, je pense que Valtteri Bottas avec Alfa Romeo, c'est un bon fit, c'est naturel, c'est normal. Puis, je suis aussi d'ailleurs, je ne m'attends pas à ce qu'il devienne champion du monde. Non. Je pense qu'en prenant cette décision-là, il met probablement une croix sur la possibilité d'un jour devenir champion du monde, à moins qu'Alfa Romeo trouve vraiment la recette secrète pour la nouvelle génération de voitures. Et bon, je pense que malheureusement, c'est pas eux qui partent avec les meilleures cartes, disons, dans leur jeu. Comparé à McLaren, Red Bull, Mercedes, Ferrari, qui ont peut-être un petit peu plus de ressources et qui ont, malgré le cap salarial, qui ont peut-être déjà un peu commencé avant même que les dépenses soient calculées, à faire des tests et des projections parce qu'ils ont le budget que certains n'ont pas. Je pense qu'honnêtement, là, il faut quand même considérer ça. Alpine non plus, ça appartient au groupe Renault. Définitivement pas une organisation qui manque d'argent. Aston Martin non plus, avec Lawrence. Maintenant, beaucoup plus de fonds disponibles, là, je pense, que dans le temps de Force India. Mais là, bon, on a appris qu'il y a des petites choses qui se passent du côté financier d'Aston Martin qui sont pas très qui ne tournent pas très rond. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais bref. De ce côté-là, je pense que vraiment, là, on a 5-6 écuries qui partent peut-être avec pas une longueur d'avance, mais des chances favorables. Versus des Williams, Haas, AlphaTauri. Je pense que si jamais AlphaTauri trouve la recette, Red Bull va l'avoir. Ouais, c'est on ça. s'entend. Et Alfa Romeo, là, et même je mets Aston Martin comme le peut-être là, pour ce qui est de l'an prochain. Mais vraiment, là, ça peut... écoute, on peut se rappeler de Brown, de l'écurie Brown qui est sorti carrément de nulle part puis a juste décidé de prendre la F1 d'assaut. On ne sait jamais ce que ça peut donner. Mais en tout cas, bref, pour revenir à Valtteri, on s'attend à ce qu'il bataille dans le ventre mou du peloton. Là. Donc, il se repose à avant-poste, puis c'est correct, il semble à l'aise avec ça, il semble serein, puis c'est le plus important. Là. Il va servir de référence aux plus jeunes. Oui, exact. Puis en même temps, bon, si jamais il va engranger des points ici et là, ça sera une façon là. Ça sera une façon pour lui de valoriser son travail, puis d'être loin des projecteurs et loin des haters, je m'excuse le terme, là, parce que c'est un pilote qui en a beaucoup pour une malheureusement pas grand raison de son... C'est vrai qu'il y a beaucoup d'haters. Je pense que tout le monde le voit comme je m'excuse le terme, le petit chien de poche de Lewis. Et puis, dans le fond, que ce pilote-là lui-même n'est capable de rien. Ce que je pense que, honnêtement, si jamais Lewis Hamilton n'était pas dans l'écurie de Mercedes, Valtteri Bottas serait vu comme un bien meilleur pilote que ce qu'il est présentement. Sais-tu à qui me fait penser, Valtteri Bottas? Puis j'avais beaucoup de respect d'ailleurs pour ce pilote-là, mais il me fait penser à Rubens Barrichello. C'est une bonne comparaison. C'est la même affaire. Un excellent pilote, mais qui vit dans l'ombre d'un grand pilote. C'est ça, exact. C'est la même affaire. Donc, moi, c'est Rubens, Valtteri, même histoire. Oui, je suis parfaitement d'accord. Si jamais on regarde dans les autres écrits, bon, Ocon qui a été prolongé là, il y a un certain temps, alors ça, c'est pas un problème. Fernando Alonso qui va prolonger sa carrière, là, lui qui a atteint la quarantaine, aime encore la course, aime encore le style de vie de la F1. Il est encore excellent. Oui, il est encore capable de faire d'excellentes choses, effectivement.
Donc, chez McLaren, ça c'était déjà fixé. Ouais, Là. Lando Norris a eu sa prolongation de contrat très tôt cette saison. ouais, Si je me regarde chez Ferrari, c'est deux contrats qui sont deux contrats à long terme. ouais. Chez Aston Martin, je pense que Lance Stroll n'aura jamais à craindre pour son travail. Sébastien Vettel est toujours non confirmé. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est seulement une question de temps? Parce que Oh. Je pense bien ouais, que c'est une question de temps seulement, là. Il y aura, ouais, ça, tu sais, la Aston Martin cette année est peut-être pas super performante, mais non. Sébastien Vettel réussit ici et là, à tirer des belles performances, là, dont on se rappelle de son podium qu'il y avait eu. Ben, il y en aurait eu deux, en fait. Là. Il y avait eu son. Bakou. Ouais, Bakou, Le, puis l'autre, là, voyons, c'est quoi? C'est, Hongrie. ouais, Hongrie Hongrie, qui a été ouais, disqualifié pour quelques goutte d'essence. millilitres d'essence, c'est Ouais. ça? Donc, tu sais, on voit qu'il est encore capable de faire des coups d'éclat. Puis je pense qu'Aston Martin, c'est ce qu'ils peuvent espérer, des coups d'éclat ici et là. Donc, Sébastien Vettel, à mon avis, là, je ne vois pas qui pourrait aller là. Il y en a qui avaient parlé de Fernando Alonso, mais je trouve que ça va pas, ça va pas ça. Je pense. Alonso va rester chez Alpine, puis Sébastien Vettel va rester chez Aston Martin. C'est, à mon avis, c'est pas mal coulé dans le béton. Ouais, je pense que Fernando Alonso là, est revenu avec le groupe Renault pour terminer sa Ouais, carrière et non. c'est ça. Ouais. Si jamais on continue, là, bon, il y a une écurie qui fait parler d'elle, encore une fois, pour les mauvaises raisons, c'est Haas. Deux pilotes qui ne sont pas encore confirmés pour l'an prochain. Mazepin, on s'entend que ça devrait ne pas être un problème. Schumacher, Je suis prêt de partir, moi, pour aller chez Alfa Romeo. ouais, justement, je me dirigeais vers ça. Chez Alfa Romeo, on a parlé beaucoup de Bottas, mais le deuxième pilote n'est pas encore confirmé. En ce moment, là, les rumeurs vont vers Guan Yu Zhou, qui est le pilote chinois. Il y Oui. a aussi des rumeurs concernant Théo Pourchard, qui appartient au groupe Sauber, Ouais. malheureusement, et peut-être, malheureusement. Je crois qu'il est très jeune, là, il vient tout juste d'avoir 18 ans, là, rien presse dans son cas. Et il reste peut-être encore un petit peu de temps à dominer en F2. En ce moment, il est 6-7e au classement. Il lui reste là, encore peut-être du bagage à aller chercher avant d'être prêt pour la F1. On sait que le groupe Renault, là, donc Alpine, était très, très intéressé à l'attirer, à aller le voler un petit peu à Sauber. Ouais. Ou encore à lui offrir une place, mais Sauber a dit non, oubliez ça, si jamais ses débuts à un fond vont se faire avec nous. Là. Mhm. Alors, je pense que ça, c'est l'autre possibilité qu'il y avait. On regarde Nico Hülkenberg qui a dit que pour lui, la F1, c'était essentiellement Ouais. terminé. Alors, je pense qu'on peut le rayer de la liste. Alors, si jamais on récapitule, donc il y a des pilotes comme Magnussen, Kvyat, etc., qui sont peut-être... pardon? Giovinazzi pourrait rester. Oui, c'est ça. Je parlais des pilotes Ouais. vétérans. Ensuite de ça, Giovinazzi, qui est un pilote Ferrari, qui est probablement celui qui part avec une longueur d'avance sur les autres Ouais. parce qu'il est présentement dans ce siège. Ensuite de ça, les pilotes Ferrari, donc Schwarzman, Eilert et aussi Schumacher. Mhm. Et puis, sinon, vraiment, il y a Guan Yu Zhou et Théo Pourchard qui semblent être les derniers candidats. Mhm. Si jamais tu avais à faire une prédiction en ce moment, là, qui est-ce que tu vois dans ce siège-là? Euh, je vais y aller avec un choix personnel. C'est peut-être pas ce qui va arriver, mais mon choix personnel, je sais qu'il appartient à Ferrari, puis que, bon, l'Alfa Romeo semble pouvoir faire ses propres choix là, de ce qu'on a compris Mhm. pour son deuxième pilote. Mais moi, ce serait Mick Schumacher que je mettrais dans ce banc-là. Ouais. Là, c'est sûr et certain. Euh, Sans rien enlever à Giovinazzi, on voit qu'il est capable d'avoir une certaine pointe de vitesse, mais il n'a pas prouvé que c'était un Un futur pilote de champion. course. Non, c'est ça, c'est pas un futur champion du monde. Puis, à mon avis, Mick Schumacher, en termes de talent pur, en termes de potentiel, en a plus. Puis, je pense que être Ferrari, comme je te dis, Alfa Romeo peut faire ses propres choix, mais je pousserais quand même pour aller le placer là dans le deuxième banquet. Il pourrait avoir Valtteri Bottas pour lui enseigner certaines subtilités. Je pense que ça pourrait être bon. Mhm. Il pourrait avoir une meilleure voiture. Il pourrait aussi et surtout être débarrassé du Mazepin.
Du Mazepin? Ouais, du Mazepin, j'appelle le Mazepin, mais ça serait fantastique si Mick Schumacher pourrait au moins un peu l'avoir comme coéquipier, là, ça serait déjà une bonne chose, parce qu'on s'entend, là, je considère qu'il nuit beaucoup au développement de Mick Schumacher avec ses manœuvres puis ses petites guéguerres, là. Il nuit à d'autres pilotes carrément. Donc, C'est une nuisance, je crois. exact. Là. Récemment, j'avais gagné un peu de respect pour lui, C'est une mais nuisance. depuis le retour de la pause estivale, là, je trouve que. Donc, Mick Schumacher, moi, ce serait mon candidat pour le deuxième banquet chez Alfa Romeo. Je trouve que ça ferait une excellente paire. Bottas-Schumacher, je trouve que c'est un duo qui serait vraiment très bien pensé. Puis, Giovinazzi, ça fait combien de temps qu'il est en F1? Ça fait 3-4 ans. 3-4 Un bon ans, ouais. 3. Hein? Donc, moi, personnellement, il ne m'a pas prouvé là, que c'était un must à avoir en F1. Il peut avoir une pointe de vitesse correcte, OK, c'est bon, mais il ne performe pas assez. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas le meilleur char, je sais, là, aussi, de ce côté-là. Mais, tu sais, mettons, on va dire, comparé avec George Russell. George Russell qui a une tondeuse à gazon, mettons, là, pas mal. Ouais, c'est une meilleure voiture qu'elle l'a déjà été, disons. Là. Exact. Mais lui, il est capable de faire des petits miracles avec cette voiture-là, ce que Giovinazzi a été capable de faire quelques fois, reprises. mais pas autant que Russell. Donc, moi, tu me dis qui a le meilleur potentiel, c'est sûr que George Russell a le meilleur potentiel que Giovinazzi. Mettons, on va dire. Incroyable. George Russell est ici, puis là, tu as Giovinazzi qui est ici, mettons. Puis tu as peut-être Mick Schumacher qui est comme un petit peu plus haut. Donc, selon moi, Giovinazzi va être un pilote. Si jamais demeure un F1, va être un pilote correct. Mais jamais vraiment un candidat pour un podium. Malgré le fait que c'est difficile d'établir une comparaison parce qu'en ce moment, il n'y a pas la voiture qui lui permet de faire ça. En qualification, il réussit souvent à bien faire. À Zandvoort, il a fait un très bon travail. Encore une fois, aujourd'hui, à Monza, s'est classé 10e. Et vraiment, là, en Q3, si je ne me trompe pas, n'a fait qu'un tour pour confirmer parce que lui savait qu'il n'y avait aucune chance de faire des tours plus rapides que ceux devant. Là. Exact. Pour lui, c'était déjà un mission accompli juste de passer en Q3. Là. Ouais. Tu sais, Giovinazzi, là, mettons, on dit, j'aime ça faire des comparaisons, mais je le vois plus dans le range de pilotes, mettons, on dit qu'il y avait une meilleure voiture, là, plus un genre de, tu sais, Nick Heidfeld, Nico Hülkenberg, dans ce genre de style de pilote-là. Ouais, je pense que Hülkenberg est peut-être même encore un meilleur pilote, mais je vois qu'est-ce que tu veux dire, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, et puis j'espère que les auditeurs vont comprendre ce que je veux dire là, avec ça, là, mais c'est ça, Giovinazzi, c'est un pilote de seconde zone, encore une fois. Je veux pas être méchant. Basse seconde zone ou début troisième tiers. Là. Dans la même catégorie, je pense qu'il est quand même devant des pilotes comme Latifi, d'ailleurs, que je commence beaucoup à apprécier parce que démontre un certain savoir-faire récemment. Mais je pense que Giovinazzi est peut-être plus proche de ça qu'admettons d'un Charles Leclerc ou d'un. Si jamais on regarde dans l'organigramme Ferrari, là, je pense que Giovinazzi n'aura pas de place chez Ferrari parce que je pense que ça va être Leclerc tant longtemps qu'il voudra être là. Ferrari l'aime beaucoup. Et ensuite de ça, ça va être probablement Schumacher au moment où le contrat de Sainz va expirer. Malheureusement, Sainz, c'est un pilote que j'adore et que je respecte beaucoup parce que jamais, malgré le fait que tous les pilotes en F1 ont un certain ego, jamais on l'entend chialer parce qu'il est défavorisé versus un coéquipier. Jamais. Non. C'est un pilote qui est facile à gérer pour une écurie et c'est un pilote qui est toujours apprécié de ses coéquipiers. Il est régulier aussi. Oui. C'est vraiment... Je l'adore moi aussi. J'ai beaucoup d'affection pour ce pilote-là. Là. Il a un très beau talent, il est régulier, il est rapide. Comme tu dis, c'est un bon coéquipier, il ne charle pas. Peut-être au début de sa carrière, il était un petit peu plus prima madone. Mais ça s'est réglé, on dirait, avec l'expérience. Donc, Carlos Sainz, c'est un excellent pilote qui est sous-estimé. Ouais, on va dire ça comme ça. Parce qu'on regarde, avec Lando, ça a été A1. Je pense qu'il n'y a jamais eu de problème entre les deux, malgré ce que Netflix nous a voulu faire croire. Et puis avec Charles Leclerc, je pense que c'est aussi très sincère comme respect, comme amitié entre les deux. Alors, c'est ça.
Mais non, c'est ça. Pour revenir sur Giovinazzi, là, je pense quand même que c'est un bon pilote, bon pilote de course. Par contre, je ne sais pas si jamais il y a vraiment une place pour lui dans l'organigramme Ferrari. Et puis, bon, certains croient qu'il est justement F1 parce que c'est un pilote italien qui est qui a été recruté par Ferrari, sans quoi il n'aurait peut-être jamais touché à la fin. Ça, je suis contre. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est un pilote qui méritait au moins une chance à F1. Mais ça n'a pas fonctionné. Là, puis il a eu la malchance de tomber en même temps que Charles Leclerc. Ouais, c'est pas mal ça. Bon résumé. Donc, si jamais on continue là, vraiment là, du côté de Haas, si jamais Schumacher devait passer chez Alfa Romeo, je connais pas beaucoup de pilotes qui vont refuser une place en F1, mais je sais pas qui veut être coéquipier de Nikita Mazepin. Dans cette voiture. Je pense que il va falloir payer quelqu'un très cher. À moins que ça. Surtout un pilote vétéran. Je pense pas honnêtement qu'un pilote vétéran voudrait aller dans ce siège-là. Peut-être aimerait mieux même être pilote de réserve plutôt que d'être à côté d'un pilote comme ça, puis devoir je m'excuse là, mais jouer à garderie là, avec un pilote qui manque beaucoup de maturité et qui semble croire que tout lui est permis parce que pour des raisons là, que tout le monde sait. Ouais. Parce que... C'est vraiment embêtant, par exemple, qui tu pourrais mettre aux côtés de Mazepin. Mettons, on va dire que Mick Schumacher réussit à jumper pour aller chez Alpha Tauri. Mais c'est ça, je me dis, Ferrari va vouloir peut-être mettre un autre pilote. Calmala, tu as une entente en IndyCar qui semble avoir une clause échappatoire pour la F1 si jamais il obtient un siège à temps plein. Par contre, est-ce que, si jamais on regarde, admettons, les choix que certains pilotes ont fait, si jamais je regarde Nick De Vries qui, pour lui, au lieu d'être un deuxième pilote en F1 ou un pilote a préféré être plus dominant dans une certaine catégorie plutôt que de se retrouver à être comme un plan B, ou si on veut, ou un pilote secondaire ou dans la F1. Ce qui a fait lui être très très bénéfique parce qu'on s'entend que c'était entre lui et Albon pour le siège chez Williams. D'ailleurs, De Vries est quand même encore un candidat pour Alfa Romeo, malgré le fait que ce soit un protégé de Toto Wolff. Justement, peut-être que Wolff aimerait qu'un de ses pilotes soit aux côtés de Valtteri, qu'il connaît bien. Alors, peut-être qu'il voudrait pousser pour la candidature de De Vries. Par contre, là, ce serait pas mauvais. Oui, ce serait pas une mauvaise idée. Bon, là, si jamais à ce moment-là ça se produit, ben, tu sais, tout le monde gagne. Là. Je pense que personne ne perd de siège. Puis bon, je pense que Schumacher, je lui souhaite que Mazepin doive aller faire son temps dans l'armée russe. C'est bon, c'est vrai. Je pense que ça serait la solution parfaite. Honnêtement, se débarrasser de lui tranquillement. Non. Je déteste être méchant à l'endroit d'un pilote, mais ça, c'est. Je pense qu'en ce moment, Nikita Mazepin est en train de prouver qu'il n'a pas sa place. Autant il commençait à démontrer des belles choses sur la piste, démontre présentement que il n'y a pas l'étoffe, il n'y a pas l'attitude, le caractère d'être un pilote de F1, en plus de son manque de compétences sur la piste. Tu sais, des fois, tu as un des deux, puis ça peut faire comme bon, tu sais, on va travailler avec ce qu'il y a, mais il semble carrément avoir aucun des deux. Non, c'est ça. C'est un peu dommage, mais tu sais, il me fait penser un peu à Pastor Maldonado, moi, la course qu'il a gagnée, mettons, là. Donc, d'une certaine manière, Pastor Maldonado, lui, c'était une valise d'argent qu'il amenait, mais c'était pas un pilote qui était vraiment... il a gagné une course que Nikita Mazepin n'a jamais fini top 10. Compare pas les deux, s'il te plaît. Mais, tu sais, moi, cette course-là, Pastor Maldonado, souvent, c'est sûr qu'il était capable de faire quelques coups, là, quand même de bon. Il y avait des fois un bon coup de volant, mais c'est un peu une valise d'argent, puis ça va rester ça. C'est dommage, là, mais Nikita Mazepin, ça va toujours rester un pilote payant à mes yeux. Puis
il n'a pas sa place en F1. Ça, c'est une certitude là, dans ma tête. Mais, tu sais, autant les gens détestent ben, pas détestent, les gens critiquent les pilotes payants. Ouais. Sergio Perez, c'est à la base d'un pilote payant. Lance Stroll a sa place en F1 malgré tout. Je pense que c'est définitivement pas le pire pilote sur la grille. Non, Est-ce que si jamais on prend les 20 meilleurs pilotes de course sur la planète, est-ce que Lance Stroll est encore en F1? Non. Je pense que peut-être la moitié de la grille part en claquant des doigts demain matin. Là. Si jamais on oublie l'argent, on met seulement les meilleurs talents, je pense qu'il reste Max, Lewis, Lando, George, Daniel Ricciardo, Charles, Sainz même là, tu sais. Ouais, ça, c'est vrai, je pense. Ouais. Sainz, c'est peut-être dans ceux qui survivent, là. Ouais. Mais tu sais, si jamais je regarde juste des pilotes présentement sur la grille. Juste un petit moment. Donc, Lewis Hamilton, OK. George Russell, OK. Max Verstappen, OK. Ouais. Lando Norris, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, bon, je pense que ça fait pas trop de doute. Ça, pas trop de problème. Sébastien Vettel, Charles Leclerc. Je pense que c'est des pilotes qui survivent assez facilement. Ouais. Qu'après ça, on a des Sainz, des Perez, des Gasly. Oui. Donc, je pense que c'est des pilotes qui sont des talents naturels, en plus d'être certains des pilotes à avoir un certain bénéfice financier. Absolument. Mais bref, tout ça pour dire. Si jamais on continue, là, je pense que ça faisait pas mal le tour. Est-ce que tu avais des commentaires par rapport... moi, je voulais parler de deux choses. Je voulais parler du Grand Prix de Spa-Francorchamps. Mm-hmm. Du Grand Prix, non de la course. Ouais. Parlons du week-end au complet. Comment est-ce que tu vois une situation comme ça où la F1 doit attribuer des points pour une non-course juste par obligation de donner un résultat? Bon, il va falloir qu'il y ait des changements de ce côté-là. Ça n'a aucun bon sens que ça soit, genre, pas toléré, mais fait d'une façon. C'est un manque d'éthique sportive à mes yeux. Là, ça n'a pas de bon sens que tu fasses 2-3 tours en arrière de la F1, pas de la F1, de la voiture de sécurité, puis que tu te donnes la moitié des points. Il n'y a eu aucune course. Là, donc, vraiment, il faut qu'il y ait des changements de ce côté-là. Il va falloir qu'il y ait... C'est Jean-Todt qui avait dit qu'il allait prendre le dossier en charge, qu'il allait s'assurer que ça ne se reproduise plus, je pense. Donc, c'est une bonne chose, parce qu'il ne faut pas que ça arrive. C'est une vraie blague. Là. Ça n'avait aucun bon sens qu'on ait vu ça. Puis que, tu sais, on a eu comment? Ça a été quoi, 3 heures et quelques d'attente, puis de... Ça a fini à... Écoute, ça a pris au grand total là, du premier tour de piste à la fin, je pense que ça a pris 3h30. Bon, fait qu'il ne faut plus que ça arrive, ça, là c'est insensé que ça se reproduise. Donc, puis je pense que la F1 a compris sa leçon. Là. C'était un manque de respect envers les partisans qui avaient payé le billet, c'était un manque de respect envers les téléspectateurs, c'était un manque de respect envers les pilotes. Donc, un échec sur toute la ligne, puis il faut que tu prennes les mesures pour plus que ça arrive, c'est tout. Plus que ça, en fait, la course a commencé à 14h heure locale, et la reprise, là, où ils sont ressortis derrière la voiture de sécurité, c'est à 18h05, 18h10. Bon. Donc, ça a été 4h et 4h quelques. C'est un manque de respect pour les partisans qui regardent la télé, mais surtout pour ceux sur place. Honnêtement, je suis d'accord avec Lewis Hamilton qui dit que ceux qui étaient là, c'est des warriors, c'est des guerriers, c'est des vrais fans. Ouais. Puis qui méritent une compensation quelconque. Donc, ça, honnêtement, je me dis, tu peux pas manquer de respect à ceux qui font en sorte que l'événement peut tenir. Parce que c'est ceux qui... Les gens qui vont voir les courses paient des prix faramineux pour pouvoir être là, puis de ne rien voir comme spectacle. Je comprends qu'il n'y avait rien à faire. On peut pas comme mettre un toit par-dessus un circuit de 7 km. Ça se fait pas. Par contre, il y a sûrement une façon de reprendre le Grand Prix. Je comprends que ça a des coûts, mais
il faut respecter ceux qui ont décidé d'acheter des billets et au moins tenir un événement quelconque. Quitte à ce que ça soit quelque chose le lendemain, quand il y a une... Là, c'était pas possible parce qu'il y avait un Grand Prix quelques jours plus tard. Mhm. Et puis, il y avait des essais libres. Donc, les voitures devaient être montées pour le jeudi à Zandvoort, ce qui était impossible si jamais on faisait une course le lundi. Mais il doit y avoir quelque chose, une façon de faire. Si c'est pas d'un remboursement complet, il faut tenir un événement là, pour ça. Tout à fait. Donc, mais non, c'est ça pour ce qui est de ce qui s'est passé en qualification. Aussi, je pense que on réalise de plus en plus que le secteur au Rouge-Rédillon devient beaucoup trop dangereux pour les voitures actuelles qui sont extrêmement rapides et puis ça prend un mauvais coup de volant pour passer proche de se tuer. Oui. Des deux côtés, il doit y avoir un plus grand dégagement. Moi, je pense que d'un côté, pour l'héritage du circuit, on peut pas modifier ce coin-là, la forme en tant que telle du tracé. Mais il faut faire quelque chose pour rendre l'endroit plus sécuritaire. Puis ce qui complique le tout, c'est que c'est dans une montagne. Ouais. Tu peux pas. C'est très difficile de juste dire bon ben on va aplatir ça à gauche puis aplatir ça à droite. Puis on va faire ça tout beau puis plat, puis on va faire des grands dégagements. C'est idéaliste comme idée, c'est peut-être ça qu'il faut faire, mais ça va coûter un bras, là. Oh, oui, absolument. Donc, oui, c'est sûr que je pense qu'ils se rendent compte qu'il faudrait des changements parce que là, ça ne nous tente pas qu'il y ait encore des accidents graves. Là. Lando Norris, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Mm-hmm. Puis Antoine Hubert, il a déjà payé assez cher, là, je pense. Puis Juan Manuel Correa aussi. Là. Donc, il va falloir des gestes. Il faudrait que des gestes soient posés pour que la révision soit changée ou adaptée peut-être plus à la réalité d'aujourd'hui. Ouais. La W Series aussi. Oui, absolument. Donc, ça a passé proche, ça aussi. C'était pas drôle. Ouf. Parce que Lewis Hamilton, il y a eu quelques pilotes, dont Lewis, qui ont souligné que avec les dégâts, là, les coulées de boue qu'il y avait eu plus tôt cette année, dans le fond, qui se sont imbibés sous le circuit, ça a créé une bosse en bas de la côte en plus. Comment rendre ce secteur-là du tracé encore plus dangereux? Mettre une bosse en bas. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment là, repenser comment ce secteur-là est fait. Tout comme il faut repenser certains circuits carrément parce que c'est juste plus acceptable pour des voitures qui peuvent atteindre des 330, 40, 350 comme on le voit à Monza là, km/h. Et puis qu'on tente de plus par tous les moyens de réduire au minimum l'impact aérodynamique des voitures pour essayer d'être rapide. Donc, ça fait en sorte que les voitures sont de plus en plus nerveuses et c'est de plus en plus facile de perdre le contrôle. Oui, tout à fait. Donc, ça va être des dossiers à surveiller, puis je pense qu'il y a place à rendre ça possible, que ce soit plus sécuritaire. Ouais. Si jamais on regarde donc ce qui est arrivé la semaine suivante, là, ça n'a pas été une grande course, mais je pense que le circuit donnait était beau. A donné quelque chose de vraiment différent. Oui. Donc, le circuit de Zandvoort. Là. Et puis, honnêtement, je me rappelle pas d'avoir vu un public comme ça en F1. C'était intense. C'était quelque chose. Puis, je pense que la F1 est gagnant de retourner là-bas. Comme tu dis, peut-être que le spectacle en F1, dans la course, c'était peut-être pas fantastique, là, mais il y a eu quand même quelques dépassements. Aussi, peut-être qu'avec les voitures différentes de l'année prochaine, le circuit va être mieux adapté. Oui. Il va peut-être avoir un meilleur spectacle parce que cette année, le Lewis aurait pu donner une bonne lutte à Verstappen, mais en fonction de la turbulence qui se fait en arrière, puis lui, il n'était pas capable de s'approcher un peu trop pour tenter une tentative de dépassement. Donc, de ce côté-là, je pense que Zandvoort a sa place en F1. Le public fait en sorte que c'est encore plus une atmosphère géniale. Donc, vraiment, il faut que la F1 retourne là-bas. Là, c'est un must. Ah, définitivement. Je pense que je regarderais 3 fois une course de circuit-là avant de regarder Monaco. D'un point de vue spectacle, je pense que ça n'a rien à voir. C'est un circuit qui est extrêmement technique.
sans être un circuit carré ou un circuit urbain comme Monaco, des circuits ça va comme pas. Singapour, Monaco, etc., qui sont des virages à 90 degrés presque partout. Puis, évidemment, ça fait en sorte que les opportunités de déplacement sont rares, si on veut. Mhm. Par contre, il y a des beaux secteurs dans ce circuit-là qui, avec l'effet de traînée diminué avec les nouvelles voitures, vont probablement permettre plus de dépassements en réaccélération et en freinage. Ouais. Je pense que ça va être très intéressant de voir. Mhm. Puis, comme je disais, là, d'un point de vue visuel, de voir les virages inclinés, etc., ça donnait des angles de caméra vraiment spectaculaires. Puis, ça permet aux voitures d'atteindre peut-être des vitesses supérieures à ce que ça aurait été sur un circuit plat. Donc, on regardait dans le virage 14, puis on regardait dans le virage 3, là, donc l'espèce Ouais. de petit virage en entonnoir. Là. Ouais. Ça aurait été des virages plates sur un autre circuit. Là. Ouais, tout à Je sais fait. pas, comment est-ce que tu penses que la F1 peut apprendre de cette course-là pour peut-être créer des meilleurs circuits dans le futur? Ouh, ouais, c'est une bonne question. C'est sûr que faut que il est un petit peu euh, la, la, la grosseur de la Ouais, track. Ouais. la largeur et la longueur. C'est sûr qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose à faire de ce côté-là. Là. Peut-être aussi, c'est sûr qu'aussi, il faut qu'il y ait des meilleures opportunités de dépassement. Mais bon, comme je te dis, avec les voitures, moi, je pense que les circuits en tant que tels, c'est peut-être pas vraiment les problèmes, c'est plus les voitures que je changerais avant de modifier les circuits parce que je trouve que Ils sont trop grosses. ouais, c'est ça. Chaque circuit a son charme d'une certaine manière. Et tu sais, mettons, on dit, tu as parlé de Monaco qui fait souvent des courses ennuyeuses. Avec les nouvelles voitures, je serais curieux de voir peut-être qu'il va y avoir des. Ah, ça sera pas pire que cette année, là. Exact, Tu ça sais, risque d'être meilleur. Donc, moi, si c'est vraiment toutes ces voitures que je changerais avant les circuits, mettons. Je dirais de même. Ouais. Ben, tu sais, ouais, je suis d'accord avec toi. Regardons une ou deux années avec les nouvelles voitures, qu'est-ce que ça donne. Je pense que Ouais. la première année va être un processus d'apprentissage pour à peu près tout le monde. Mhm. Mais tu sais, si jamais on regarde après 2 ans, puis qu'il y a des circuits qu'on va peut-être redécouvrir d'une façon différente, il y a des circuits qu'on sait qui vont demeurer peut-être plus conservateurs comme d'un point de vue du spectacle. Je pense que Monaco ne deviendra Mhm. pas Silverstone, là. À moins que tout le monde Mais se plante dans un barrière. Donc, on va revenir là-dessus. exact. Mais non, je pense que définitivement, là, ça pourrait donner un second souffle à certains circuits. Exact. Euh, Sinon, là, je voulais te parler de Monza. Qu'est-ce que tu... Là, on va avoir la deuxième occurrence du sprint. Ouais. La première a été correcte. Je pense que ça n'a pas eu un grand impact sur le résultat. Tu sais, comme on disait, il y a eu Perez, on en avait parlé, il y a eu Perez qui est tombé puis Alonso qui est monté. Sinon, ça avait donné des résultats pas mal similaires. Ouais, c'est mitigé. Euh, on a Valtteri Bottas qui part en pole. Donc, Ouais. ça, je trouve ça vraiment magnifique. Une super idée de Mercedes au lieu de. euh, Eux autres ont bien compris le livre des règlements. Ont compris qu'une pénalité, ça s'applique le dimanche et non à la qualif. Alors, eux se sont dit, bon, parfait, c'est super. On va tout donner pour Valtteri. On va lui donner un nouveau moteur pour que ce soit le plus performant possible. De toute façon, il part dernier dimanche. Mais là, ce qu'il peut faire, c'est aller voler des points à Red Bull dès le samedi, même si jamais il part dernier dimanche. Ouais. C'est parfait. Mercedes gagne en perdant. Ouais, exact. Donc, je trouve qu'il. Ben, on sait, le Mercedes est capable de bien penser à ses affaires. Ouais. C'est toujours à bien placer le pion. Là, donc, je ne suis pas surpris qu'ils aient réussi à penser à ça. Là, donc, ils font très bien leurs choses. Puis, ils ont aussi bien pensé pour la fin de la saison, donner tout de suite une nouvelle unité de puissance à Valtteri. Là, donc, c'est bien joué de leur part, à mon avis. Là, ils vont être en mesure de sortir gagnant pas mal, sans aucun doute. Puis bon, si jamais on revient un petit peu là, sur la lutte au sommet, Lando Norris a reculé un petit peu, ce qui fait en sorte que Valtteri Bottas l'a dépassé, mais l'écart entre Max Verstappen et Lewis Hamilton demeure extrêmement serré. J'aimerais que, si je me trompe pas, tu avais dit que Max serait champion du monde, si Ouais. je me trompe pas.
Ouais, à exact. la mi-saison. Est-ce que tu conserves ta prédiction? Oui, oui, je conserve ma prédiction. Là, je sais que les prochains enchaînements de courses, là, c'est Monza, puis après ça, je pense que l'autre, c'est Sochi. Russie? Oui, c'est Ensuite de ça. ça, c'est la Donc, Russie. je sais que peut-être Red Bull ne sera pas super performant sur ces circuits-là, mais à mon avis, là, Verstappen me semble dans dans un état d'esprit supérieur à celui de Lewis. Il a compris sa voiture vraiment parfaitement. Il est toujours capable de tirer le meilleur d'elle selon la situation. Il est prêt aussi à faire les sacrifices et à se dire, OK, regarde, je vais finir troisième, c'est le meilleur que je peux aller chercher aujourd'hui, puis je vais le prendre. Donc, dans ma façon de voir ça, avec la voiture qu'il a, son état d'esprit, son niveau de compétition, je pense encore qu'il est capable de battre Lewis. Lewis va lui donner une méchante lutte. D'après moi, ça va se décider à la dernière course. Mais je pense que Max est prêt. Je maintiens ma prédiction. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, les prochains Grands Prix, il y a la Russie en fin septembre. Ensuite de ça, 2 semaines plus tard, un de mes circuits préférés, Istanbul. Ouais. Les États-Unis sont encore au calendrier. Encore, ouais. Donc, tout comme le Mexique et le Brésil. Puis ça, c'est deux autres circuits, deux autres événements qui semblent être en jeu. Mais c'est Mhm. encore là, ça demeure. Et ensuite de ça, deux Grands Prix qui, selon moi, là, n'ont pas grand-chose n'ont pas à s'inquiéter. Là. Il y a l'Arabie Saoudite et puis Abu Dhabi Mhm. en fin de saison. Donc, il nous reste techniquement 9 Grands Prix. Ben, en fait, 8, là, mais il y a la case là, de mi-novembre qui demeure à confirmer. Il y a des rumeurs comme quoi ça pourrait être le 14. Je pense que c'est un peu tard là, pour annoncer un nouveau circuit. Je me demande vraiment après quoi on attend. Mhm. Est-ce qu'on veut faire 2 courses consécutives au Brésil, essayer d'optimiser un déplacement, je sais pas. Ouais, ça va être Euh, embêtant, ça. J'aurais pensé Mugello, ben, mais ils sont déjà en Italie, je me dis ça, si ça aurait dû ça être aurait là, été le là. temps, là. Ouais. Donc, c'est embêtant. Je pense pas que. Je pense que cette case-là va rester vide, moi. J'ai ce feeling-là. Si jamais c'est pas le Qatar qui, bon, elle semble être la seule piste prête à recevoir un Grand Prix, il faudrait que ça revienne sur un circuit qui a déjà eu une course plus tôt. Ben, ça aurait été une belle chose hein, de leur faire ça à Spa, mais sauf que ça aurait fait Brésil, Belgique, Arabie Saoudite. Je Ouais, pense moi, que là, l'ordre n'était pas très très logique. non. Mais bon, ça aurait été peut-être justement que la F1, tu sais, je pense à ça, pourrait garder justement des cases vides. Comme ça, si jamais il y avait des problèmes avec un Grand Prix, ben, ça permet une reprise d'une course, même si jamais à ce moment-là, tu sais, il y a des grands déplacements, etc. Ils peuvent garder un minimum de stock là, comme ça. Tu sais, je sais pas, j'essaie de penser en dehors de la boîte. Là. Est-ce que la F1 aurait pu justement dire bon, on va reprendre le Grand Prix de Belgique là? C'est quelque chose que la F1 va devoir penser. Euh, donc, c'est ça. Sinon, est-ce que tu avais autre chose que tu voulais ajouter là, sur la si on veut le début de cette deuxième moitié de saison en F1, là, si est-ce qu'il y avait Euh, quelque chose d'autre que tu voulais mentionner? Je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour, assez complet de mon côté. Donc, moi, je pense que ça va. La table est mise pour cette deuxième moitié de saison-là, à mon avis. Et puis, bon, je t'ai demandé ta prédiction pour le reste de la saison, mais qui va gagner ce week-end? Oh, à Monza. Euh, bon, je pense que ça va Euh, être Lewis, là. Je À vais moins y une aller, catastrophe, là. je vais y aller pour une bold prediction. Je pense que c'est la semaine à Lando. Ah, ouais. Crime. Ben, les McLaren étaient les plus rapides, d'un point de vue rapide, d'un point de vue là, straight line speed. Ouais. Les Mercedes semblaient tirer de la patte un petit peu. Là où gagnait beaucoup de temps, c'est vraiment là, dans les virages, qui semblaient avoir peut-être une voiture un peu plus stable. Euh, mais je pense que ça, tu sais, vu que c'est un circuit extrêmement rapide, ça pourrait frotter entre Lewis et Max. Ouais. C'est Et vrai que ça se puis, pourrait. Valtteri Bottas part derrière. Ouais. Fait que ça donnerait ça donnerait le chemin à Lando. Moi, je vais y aller pour dire Lando Norris va remporter le Grand Prix d'Italie. Puis si jamais ça se passe, ben, Tu vas l'avoir collé.
Je l'ai calé. Il est Ouais. présentement vendredi, le 10 septembre, 21h59. Ouais, c'est bon. On Write s'arrête. it down. Super. All right. Ben, je te remercie beaucoup, Mathieu, puis je te souhaite un excellent week-end, puis un bon Grand Prix d'Italie. Merci beaucoup à toi aussi. Welcome one and all, and we're in for a real treat at this classic circuit here today. The crowd are ready to go, the cars are ready to go, and we're just about set for lights out. Welcome to the Italian Grand Prix. With top speeds reaching 215 miles per hour, only a few places can challenge Monza's crown as the fastest circuit in F1. Hard braking zones going into the 3 chicanes make up the majority of the 11 corners on this 3.6-mile circuit. And just in case the slipstream wasn't enough, 2 DRS zones will help encourage some closer action.